Vous êtes bien sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Pour le démarrage de cette première saison officielle, nous allons à la rencontre de Sandrine, qui nous accueille dans son atelier entre deux activités artistiques. Un entretien où nous étions seuls, et pensions donc avoir un environnement sonore idéal, mais dont l'écoute a révélé par la suite des voisins étonnamment bruyants, que j'ai donc cherché au mieux à minimiser. J'espère que l'écoute vous sera malgré tout agréable. Si vous souhaitez contribuer à ce podcast, je rappelle que mon compte Patreon est toujours indiqué dans la description. Il est temps maintenant de laisser la parole à Sandrine. Restez à l'écoute. Nous sommes donc actuellement avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour, Safe. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ? Je m'appelle donc Sandrine, j'ai 50 ans. Je suis en relation polyamour, dans ce milieu-là depuis 5 ans, à peu près. Dans les débuts où on s'est rencontrés d'ailleurs, sur les cafés polis de Reims. J'ai 2 enfants, qui sont grands maintenant, qui ont quitté la maison. Je suis artiste. C'est mon métier principal, même si j'ai plusieurs activités. Et puis c'est pas mal déjà pour commencer. Alors du coup, est-ce que tu veux bien me raconter le souvenir amoureux, sentimental, le plus ancien que tu aies, ton premier crush en gros ? C'était en colonie de vacances. Je devais avoir 10 ans, je pense, une dizaine d'années. Et puis la colonie de vacances, c'est un lieu qui est assez favorable pour l'exploration parce que du coup il y a pas papa maman dans le coin, on est entre copains copines, pas du quotidien en plus, c'est copains copines des gens qu'on vient de rencontrer, donc il y a une certaine forme de liberté, de non-jugement, donc ça a été là mes premières explorations, on va dire. Et donc je me souviens un crush, comme tu dis, un amoureux, et c'est la première fois que j'ai été embrassée par un garçon. En direct. Et donc, c'était un peu bizarre pour moi parce que, en tout cas à l'époque, je trouvais que les garçons, ils embrassaient d'une manière qui était pas forcément confortable, dans le sens où ça durait très longtemps et je savais pas qu'il fallait prendre une grande inspiration avant pour pas mourir étouffée. Voilà, ça c'est ma première expérience. Et puis en fait, je suis allée en colonie de vacances pendant tout le temps de mon adolescence. Et ensuite, j'ai expérimenté d'autres formes de toucher et d'embrassade, on va dire, plus avec des filles, voilà. Et je trouvais ça plus confort. D'accord. Plus doux, plus tendre, une approche beaucoup plus... Pourtant, à 10 ans, il avait pas encore de moustache. Voilà. Non, c'est vraiment pas question de ça, c'est-à-dire, je sais pas, il y avait une espèce de... en fait, c'est un peu... je pense pas me tromper, mais il y a un peu une espèce de culte de la performance où tu vois, voilà, faut que ça dure, faut que ça... voilà. Alors que les approches avec les filles, c'est pas du tout ça. Voilà, c'était pas du tout la même chose. Donc c'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai préféré être embrassée par des filles ou embrasser des filles parce que l'approche était vraiment plus douce et plus tranquille et du coup, c'était plus confortable d'explorer, d'expérimenter. D'accord. Voilà. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Au cours de tout ce qui est école élémentaire et maternelle, je peux mettre les deux mais tu peux séparer si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qu'a représenté l'amour pour toi à cette époque ? Alors en fait, je vais être honnête, j'ai pas de souvenir du tout. La raison est simple, j'ai eu un trauma en début de préadolescence. Donc mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans et du coup ma mère a rencontré une personne qui était alcoolique et violent. Donc j'ai vécu 2 ans vraiment très difficiles au quotidien et j'ai pas de souvenir d'avant cette période-là. D'accord. Voilà. Donc à l'école, que ce soit alors maternelle, je me souviens même pas où j'étais à la maternelle. La primaire, je vois bien l'école dans laquelle j'étais, mais de cette époque-là, j'ai pas de souvenir. Et du coup, j'ai pas vraiment l'impression, mais voilà, c'est toujours pareil. C'est comme j'ai pas de souvenir de cette période de vie, j'ai vraiment rien qui me vient sur d'autres petits amoureux ou d'autres relations ou même une manière de voir les choses. Donc là, je peux pas répondre à cette question. Voilà, je peux pas t'en dire plus. D'accord. Du coup,
tes années dont tu te souviens en premier, ça correspond à peu près à quel âge, quelle année Et là, le souvenir que je t'ai raconté de colonies de vacances, c'est dans les 10 ans à peu près. En fin d'école élémentaire. En fait, Ouais, voilà, c'est ça. Et puis sur la période préadolescence et adolescence, j'étais extrêmement introvertie, extrêmement timide, et du coup j'ai eu très peu d'amoureux, de relations, voilà. Et pour moi, c'était vraiment les expériences exploratoires, on va dire. C'était vraiment les colonies de vacances. D'accord. Voilà, dans un lieu autre que mon foyer, mon quotidien, l'école, voilà. Parce que souvent, je partais très loin. Je partais à la montagne, donc c'était un environnement totalement inconnu avec des gens que je rencontrais pour la première fois. Il y avait une espèce de soulagement, tu vois, d'être vraiment dans un lieu où un peu de liberté aussi. Ouais, voilà, liberté. Personne connaît mon histoire, personne me connaît dans la vraie vie, et du coup, j'étais beaucoup moins introvertie, beaucoup moins coincée. Dans cet environnement de colonies de vacances. Puis en plus, voilà, c'est les vacances. Donc, il y a une espèce de côté joyeux, festif, d'écolo. D'accord. Voilà. Donc du coup, scolairement, ça se passait comment ? Écoute, moi j'étais plutôt une bonne élève, j'étudiais dans mon coin. Par contre, j'étais nulle à l'oral, parce que j'étais introvertie, je parlais pas, donc que ce soit en anglais ou en espagnol, c'était compliqué. Dans les autres courses, pareil, je parlais pas beaucoup non plus. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre, et en plus étudier, ça me sortait vraiment des problématiques donc que je t'ai expliqué juste avant, et c'était un espèce de refuge pour moi. Donc je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, je passais beaucoup de temps dans mes livres, et puis j'aimais beaucoup ça en plus. Voilà. Je pense que oui, quelque part je le vivais comme un refuge. Les études, c'était un refuge. Et j'ai toujours eu soif d'apprendre, soif de découvrir, soif d'explorer, voilà. Ouais, j'étudiais pas mal. Du coup, je sortais très peu. Et puis en plus, ma mère était vraiment une gardienne très vigilante. Donc en fait, je sortais pas. Moi, la première fois que je suis allée en boîte de nuit, j'avais 17 ans et demi. D'accord. Tu vois, et j'étais accompagnée par ma mère. Bonne soirée. Voilà. C'était pour le réveillon du jour de l'an, tu vois. Donc toutes mes copines allaient en boîte, donc j'avais vraiment galéré pour faire accepter l'idée à ma mère que tout le monde y allait, il fallait absolument que j'y sois aussi. Et donc elle avait accepté, mais la condition c'était qu'elle. Donc elle est restée avec toi toute la soirée. Donc elle est restée avec moi toute la soirée. Donc pas de flirt non plus, pas de, oui, non, tu en vois. présence de maman. Voilà, en présence de maman, c'est. Voilà. Donc il y avait quand même ce côté-là, et du coup, moi, la majorité, pour moi, ça a été une libération. Voilà. Parce que là, d'un seul coup, je me suis permis d'avoir une vie perso, secrète, voilà, et du coup, exploratoire, voilà, plus marquée, plus intense que... Donc ça veut dire que t'as dû t'affirmer auprès de ta mère ? Non, ça veut dire que je suis partie, et du coup, ça m'a ouvert des portes et une certaine liberté. D'accord. Le lycée, du coup, comment ça s'est passé, sentimentalement, scolairement aussi ? Scolairement, c'était la suite du collège. J'étais toujours dans cet état d'esprit. Par contre, j'avais des émois pour des garçons, mais que je ne montrais jamais. Voilà. C'est marrant parce que ce matin, j'y pensais, comme je savais bien que t'allais poser ces questions, j'ai entendu tes autres interviews. Et sur le chemin, je me disais, en fait, je me rends compte, aujourd'hui avec le recul, que je tombais toujours amoureuse des bad boys. Tu vois, des mecs un peu cassés, des mecs avec des problèmes, des mecs un peu mystérieux, tu vois, pas forcément bien dans leur peau, voilà. J'avais ce côté-là, qui du coup m'a suivi après dans l'âge adulte, parce que dans mes expériences d'adulte, j'étais souvent en relation avec des mecs qui avaient des problèmes, que ce soit des problèmes de boulot, des problèmes de thunes, des problèmes, des blessures, voilà, tu vois. Il y avait ce côté chez moi, donc quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, de croire que avec un amour infini, on pouvait réparer les gens, on pouvait, si on les aimait beaucoup, on pouvait les aider, voilà. J'étais très idéaliste,
Je pense que peut-être un peu guidé. je pense que je le suis toujours quand même un peu, malgré tout. Alors, on est un peu guidé dans cette vision-là par ce qu'on voit dans les séries télé. Ouais, voilà, c'est toujours un peu ouais. le fil conducteur, Ouais, c'est ça. Donc j'étais très conditionnée sur ça et j'y croyais et puis il y a un côté un peu romantique, dark, tu vois, qui était assez excitant. Donc même si j'engageais pas de relation, puisque c'était pas possible vu le gardiennage de ma mère, on va dire, quand j'avais des émotions, des sentiments pour un garçon, c'était souvent ce type de garçon. Donc du coup, tu passes ton bac? Ouais, je passe mon bac, j'ai mon bac, je suis très contente, du coup je pars, je vais faire mes études dans la grande ville, parce que moi j'habitais une petite ville. D'abord j'habitais à la campagne quand mes parents étaient encore ensemble, et puis après donc j'habitais à la ville, ce qui à l'époque me paraissait être la grande ville par rapport au petit village dans lequel j'habitais. Mais après donc je suis partie faire mes études à Poitiers. Enfin, là j'ai découvert ce que c'était qu'une ville. Bon. Et donc mes années fac, 4 ans à la fac, donc j'étais étudiante salariée. J'étais serveuse dans une pizzeria pendant toutes mes années, j'étais boursière, et donc j'avais un petit boulot à côté, et j'aménageais en fait mes études en fonction de mon travail, ou peut-être même des fois le contraire, parce que j'avais une patronne qui était hyper gentille, hyper bienveillante et tout, et souvent donc en fonction en plus de mes cours et des examens, je pouvais aménager mes horaires au restaurant, ça c'était plutôt cool. Donc voilà, donc mes années fac, très bien. Là, mode exploratoire, à fond, j'ai envie de dire. Voilà. J'avais l'impression que j'avais besoin de rattraper un peu le temps perdu, tu vois. Et du coup, j'avais pas d'histoire sur le long terme. Tu vois, je me souviens très bien que déjà mes études étaient prioritaires. J'étais passionnée, puis j'avais surtout très envie de m'en sortir dans la vie, parce que je viens d'un milieu quand même assez défavorisé, et je savais que être diplômée c'était quand même une clé pour ensuite l'avenir. Ma priorité c'était vraiment les études. Donc en plus je sortais, je faisais des soirées et tout ça, mais que pendant les vacances. D'accord. Voilà. Entre le boulot à la pizzeria où déjà je finissais à minuit, 1h du matin, et puis les cours que je reprenais ensuite le lendemain, ça laisse pas non plus énormément de temps et énormément d'énergie pour se faire des soirées. Voilà. Surtout que à cet âge-là, on a tendance à picoler un peu. Donc tu t'en remets pas comme ça non plus d'une soirée. Tu peux pas. Enfin moi en tout cas, je pouvais pas enchaîner. Donc je sortais souvent. C'était plutôt pour les vacances où là j'en profitais bien. Et donc j'avais des histoires de rencontres en soirée qui duraient quelques semaines, le temps des vacances. Puis, voilà, le temps un peu des vacances. Non, en fait ça pouvait durer après sur le temps scolaire, mais du coup on se voyait pas beaucoup parce qu'on avait chacun un planning, etc. Et puis ça se délitait tout seul si tu veux, ou ça se transformait en amitié, ou ça tu vois voilà. Mais moi j'accordais pas vraiment. Enfin, à cette époque-là, en tout cas, j'étais pas en recherche d'une relation stable. J'étais très contente d'explorer, et ça m'allait bien, comme ça. Professionnellement, tu te diriges vers quoi à partir de là? Alors en fait, moi, faut savoir que je suis allée à la fac en licence langue étrangère appliquée, en commerce international, parce que c'était ça l'option de Poitiers, par défaut. C'est-à-dire que mon rêve, en fait, depuis toujours, c'était d'être vétérinaire. Mais à l'époque, j'étais allergique aux poils des animaux. Ce qui est quand même pas banal. Et donc du coup je comprends très vite, j'étais vraiment allergique, que je peux pas poursuivre dans la voie scientifique, parce qu'en fait on me propose d'autres alternatives comme travailler en laboratoire, etc. Mais ça m'intéresse pas du tout. Moi, mon truc c'est vraiment le contact avec les animaux. Tu sais, les stages de 3e, quand on explore là les trucs, je fais un stage dans un cabinet vétérinaire. Comme j'ai redoublé ma 3e, je fais un stage chez un éleveur de chevaux. En fait, je sais que c'est vraiment ça la passion de ma vie. Mais quand il faut se diriger après la seconde, là en fait très clairement je sais que je peux pas être vétérinaire. Voilà. Même ces stages ont dû être difficiles du coup, parce que t'as dû avoir tes réactions allergiques qui sont apparues directes. Non, pas forcément. Non. C'est ça qui était un peu étrange, parce que en fait, si tu veux, maintenant ce que je sais avec l'expérience, c'est que ça dépend. Enfin, les allergies, c'est aussi quelque chose de très psychologique, de très lié à ton état émotionnel, à ce que tu vis, etc. Et donc ça suit pas une logique je touche un animal, je suis allergique. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas aussi catégorique. Mais comme j'ai fait les tests
très clairement, ma mère me dit, c'est sûr, tu pourras pas être vétérinaire, faut choisir autre chose. Et comme il y avait rien d'autre qui m'intéressait, en fait, j'ai fait bac B. À l'époque, c'était le bac général, sciences économiques et sociales. Et du coup, je me suis dit, comme ça, c'est un bac général, je verrai après ce que je fais. Et puis après, en fait, je savais pas. Et ma meilleure amie est partie en LEA. Et donc je lui dis je vais aller avec elle, c'est ma meilleure amie et je vais aller en LEA aussi. J'étais pas trop mauvaise en langue, sauf à l'oral puisque je parlais pas, mais j'avais quand même des bases, etc. Donc je me suis dit je vais faire ça, on verra après. J'ai toujours avancé comme ça dans les études, je vais faire ça, on verra après. Et puis voilà. Donc la fac c'était ça. J'avais pas vraiment d'idée. À la fin de la licence, en fait, je rencontre le père de mon fils sur un temps de vacances. Un centre de loisirs dans lequel je bosse. De quel âge à l'époque ? 22, 23. D'accord. Donc je l'avais rencontré sûrement dans les 22, je finis mon année, on n'a pas un crush à ce moment-là, on s'entend très bien, il y a quelque chose de particulier entre nous, mais voilà, c'est sur un temps de vacances et ça va pas plus loin. Et on se retrouve l'année suivante, et là, on tombe amoureux et on décide de garder contact, etc. Et puis à la fin de ma licence, en fait, on décide ensemble que je vais venir sur Reims. Donc lui, il habitait Bétheny, à côté. À la base, c'est vraiment pour quelques mois, parce que mon projet à moi, c'était de descendre dans le sud, là où il fait chaud, là où il y a du soleil. Et lui aussi, il a ce projet, mais comme il vient de signer un contrat de 8 mois ici, il me dit, ce que je te propose, c'est que tu viens 8 mois, et puis à la fin de mon contrat, on descend ensemble dans le sud. Donc j'ai fait ça, après la licence, j'ai pris toutes mes affaires d'étudiante, je suis arrivée ici. Donc ça fait 26 ans maintenant que je suis là. Évidemment, on n'est jamais descendu, comme tu peux t'en rendre compte. Voilà, pour différentes raisons. Je pense que lui, il était dans une famille vraiment de type clanique, tu vois. Il y a un clan et on quitte pas le clan comme ça, tu vois. Très patriarcal, très dans un format où moi je me suis pas forcément sentie très à l'aise, puisque moi j'ai donc été élevée par ma maman. Et puis après cet épisode difficile de vie, en fait, ma mère est tombée en dépression. Du coup, c'est une femme qui est dépressive chronique. Et du coup, la relation que j'avais avec elle à l'adolescence, c'était une relation inversée, où c'était plus moi qui étais son soutien, tu vois, voilà. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai pour le coup, là, en dehors du fait qu'elle était toujours gardienne de mon planning, ce que je faisais, etc. Mais bon, arrivé à la fac, je me suis libérée aussi de ça. Et je suis partie loin. C'est vrai que le fait d'avoir rencontré le père de mon fils et qu'il habite loin, c'était pour moi une porte de sortie aussi pour me libérer de cette relation qui était quand même un peu toxique pour moi, qui me permettait pas de m'épanouir en tant que jeune femme. Voilà. Donc, je suis arrivée à Reims. Du coup, là, j'étais très loin des problèmes de ma vie d'avant. Mais par contre, l'accueil dans ce clan a été compliqué, assez difficile. Parce qu'il y avait une histoire aussi chez eux, hein. C'est pas forcément par rapport à moi, c'est ce que j'ai compris après. C'est pas forcément moi qui était problématique pour eux, mais il y avait déjà une histoire, etc. Et puis surtout, ce côté patriarcal, quand l'homme a parlé, l'homme a dit, et voilà, tu vois, moi je... Ça devait être nouveau pour toi, parce que moi je comprenais pas du tout ça, et c'était pas ok pour moi en plus, voilà. Donc j'étais beaucoup en tension, en conflit avec donc ma belle famille. Ça c'était pas c'était pas super cool. Il y avait un côté qui me plaisait bien, c'est que par contre ils avaient une très grande famille. Et du coup les repas de Noël, tout ça, c'était genre on était 30 à table, c'est un truc que je connaissais pas. Tu vois, voilà. Et il y avait un côté pour moi assez cocooning, assez rassurant on n'est pas tout seul, dans un clan on se soutient, etc. Donc il y avait un côté que j'aimais beaucoup, parce que moi j'avais été élevée par une mère seule, qui avait pas de famille en plus alentour, etc. Et donc j'aimais beaucoup ça, mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un prix à payer en termes de liberté. Et donc du coup ça c'était pas ok pour moi. Voilà. Et donc, parce qu'ils étaient intrusifs dans votre quotidien. Ouais. Parce que vous n'habitiez pas avec eux, mais vous... Non, on n'habitait pas avec eux, voilà. Mais en fait, ils étaient très, alors, gentiment, je vais dire, ils se préoccupaient beaucoup de la vie de leurs enfants. Ils en ont 2, tu vois. Le père de mon fils avait une sœur, et ils étaient très, ils avaient toujours un œil sur tout, ils avaient un avis sur tout, et quand ils donnaient leur avis, c'était pas juste,
pour donner leur avis, tu vois. Tu sentais qu'il y avait quand même beaucoup d'insistance à, voilà, il faut que ce soit suivi. Puis c'était pas ok pour moi. Et là où c'est devenu problématique, c'est quand on a eu un enfant. Là, ils se sont vraiment permis de se positionner clairement sur des choix qui en fait leur appartenaient pas. Et là, pour moi, c'était compliqué. Et en fait, ma rupture avec le père de mon fils aîné était pas tellement due à notre relationnel à nous, c'était dû à ce mode de fonctionnement dont lui n'arrivait pas à se défaire, même s'il avait conscience que c'était intrusif et que c'était problématique. Donc c'était intégré pour lui. Déjà c'était intégré et en plus il savait pas du tout comment se positionner, tu vois, par rapport à ses parents. Il était vraiment très conditionné comme ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il est jamais descendu dans le sud comme il voulait le faire, parce que c'était pas aussi facile que ça. Il a un peu la pression. Ouais, voilà. Et donc moi j'ai voulu me libérer en fait de ce clan, et la seule manière que j'ai trouvé de le faire, c'était de le quitter. Voilà. Donc je l'aimais toujours, et ça a été questionnant pour moi de me dire que j'aimais toujours cet homme, tu vois, mais il fallait que je le quitte parce que le relationnel qu'on avait, le mode de fonctionnement qu'on avait au quotidien, c'était pas ok. Et du coup, j'ai fait d'autres rencontres, mais ces autres rencontres n'ont pas effacé l'amour que j'avais pour lui. Tu vois, voilà. Alors même si tu vois, le mot polyamour à l'époque, enfin, tu vois bien, il y a 25 ans, ça existait pas, on n'en parlait pas. Il y avait quand même ce truc de me dire, c'est marrant, je peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et quand même toujours aimer cet homme. Et toujours me préoccuper de son bien-être, du fait qu'il soit bien, du fait... Vous êtes restés en contact, on est restés en contact, on avait quand même un enfant, de toute façon, donc forcément on reste en contact. Lui, de son côté, il s'est remarié, il a eu 2 autres enfants. On est restés en contact avec des hauts et des bas, avec des différences de vision sur l'éducation, etc. Mais quand même, on a toujours décidé qu'on allait élever ensemble notre enfant, que on allait faire ce qu'il y avait de mieux pour lui, qu'on essayait d'être de bons parents, même si on n'arrivait pas à être de bons partenaires de couple. Et ton ex-belle-famille, elle a su que tu l'avais accompagnée? Ouais. Je suis toujours en contact avec eux, encore aujourd'hui. Et d'autant plus que le père de mon fils étant décédé, je tenais absolument à ce que mon fils garde le lien avec ses grands-parents, avec sa belle-famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. C'est hyper important pour lui, très structurant. On revient un petit peu en arrière. Donc tu te sépares du papa. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, au moment où tu te sépares? Mon premier réflexe, c'était de me dire, je vais retourner dans le sud-ouest, parce que, en fait, je suis arrivée ici, moi, c'était pour lui, tu vois. C'est vrai. Et après, je me dis, non, parce que pour moi, c'est important que mon fils, il ait toujours son père. Donc, je suis restée là. Du coup, je me suis retrouvée très seule. Voilà. J'avais pas du tout de famille ici. On est dans les années 2001, tu vois. C'est tout, ça fait rien, j'étais installée, j'avais un travail, j'avais une situation, tout remettre en question, ça veut dire aussi retourner dans un endroit où tu connais plus vraiment les gens. Quand t'es parti, tout le monde évolue, les gens y partent aussi, et voilà. Et puis j'avais pas forcément envie de me rapprocher trop non plus de la cellule familiale, j'avoue que voilà. Donc l'autre option, c'était de me dire, je vais aller dans le sud comme j'avais prévu au départ, mais quand t'as un jeune enfant, tu réfléchis à 2 fois, quoi. Tu vois, il te faut un boulot, il te faut un relationnel, il te faut des gens autour de toi, et voilà. Donc je suis restée ici, et puis ma foi, je m'y suis faite, j'avais des amis, des connaissances, un travail. Tu t'es reconstruit une vie, quoi. Je me suis reconstruit une vie, et puis voilà. Et puis j'ai rencontré ensuite le père de mon 2e enfant, puisque j'ai 2 enfants. Je pensais pas, à cette époque-là, que j'aurais un autre enfant. Et là, c'est important que je t'explique ça, parce que ça a vraiment un impact sur ma manière de voir le polyamour. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon fils, mon premier, ça a été pour moi vraiment un changement radical dans ma vie. Et puis c'est aussi la maternité qui m'a permis de sortir de mon côté introverti. Voilà. Et là, je me suis sentie une espèce d'instinct, tu vois, qui m'a vraiment donné une force intérieure et qui m'a porté. Et puis à l'époque, j'aimais tellement mon fils que je me disais, je pourrais pas avoir un autre enfant, c'est pas possible, parce que je veux pas lui retirer 1/100 de l'amour que je lui porte pour le donner à un autre. C'était vraiment pas possible pour moi. Et j'étais très investie dans ma maternité. Je l'ai allaitée pendant 2 ans, tu vois, et donc on était hyper fusionnels, etc. Donc je m'imaginais pas du tout avoir un autre enfant.
Et puis la vie fait que, finalement, j'en ai un deuxième. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. C'est que je me suis rendu compte que j'avais rien besoin de prendre à mon premier fils en termes d'amour. Mon cœur s'est ouvert, vraiment, aussi grand que pour mon premier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible d'aimer un deuxième enfant sans que ça impacte le premier. Et ça, dans ma tête, tu vois, c'est venu quand même bousculer des choses et des croyances sur le fait qu'on ne peut aimer intensément et de cette manière qu'une seule personne. Voilà. Et donc je me suis dit, mais si ça marche pour un enfant, tu vois, pour les enfants, pourquoi ça marcherait pas pour les amoureux ? D'ailleurs, quand t'as des amis, et que tu rencontres un nouvel ami, c'est pas parce que tu construis cette nouvelle relation d'amitié que tu aimes plus tes amis d'avant, ou que tu arrêtes de les voir, ou que... Voilà, non. Et donc tout ça, ça a fait son chemin dans mon esprit, et je me suis dit, mais en fait, voilà, et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aimais un nouvel homme, et ça m'empêchait pas de continuer à aimer le père de mon fils aîné, tu vois. Donc ça a cheminé, mais ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années, et puis... je me suis donc aussi séparée du père de mon deuxième. Et en fait, je me suis beaucoup questionnée à la suite de ça, du mode de fonctionnement qui était imposé par cette société. Quand on aime quelqu'un, il faut vivre avec sous le même toit, il faut tout partager, il faut aimer qu'une personne, voilà. Moi, je sentais que ça me correspondait pas. Et notamment le fait de vivre sous le même toit. Ça a toujours été problématique pour moi. J'ai essayé plusieurs fois, et chaque fois, j'ai bien senti que c'était mieux pour moi le avant. Et je pense que c'était pas simplement dû au début de relation qui est, voilà, cette super énergie, lune de miel, machin, c'était pas que ça. C'est vraiment le fait de basculer et de partager le quotidien ensemble, ça m'étouffait. Ça m'étouffait. J'ai besoin d'énormément de solitude. Je sens que c'est ressourçant pour moi d'être seule. Et c'est très difficile à supporter pour une personne en face. Et surtout quand tu vis le quotidien avec, tu vois. Donc j'ai essayé plusieurs fois, voilà, ce mode de fonctionnement. J'ai eu des relations où on est resté très longtemps, voire plusieurs années, sans vivre ensemble. Et puis au bout d'un moment, il y a une demande, ou au bout d'un moment, il y a une espèce de logique de ça fait tant de temps, donc là maintenant il faut... Voilà. Je réponds à cette demande, et au final, il se passe toujours la même chose. Et t'as jamais cherché à trouver un moyen de... Alors avant, parce que je pressens que tu vas me dire que plus tard, t'as fini par te dire, je veux vivre seul, voilà. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu t'es jamais posé la question de, par exemple, avoir une grande maison avec un espace qui te soit réservé uniquement à toi, ce genre de choses? On a fait. On a expérimenté ça, effectivement. Je l'avais déjà expérimenté avec le père de mon deuxième enfant. On avait acheté un corps de ferme à retaper. Et on avait effectivement, c'était très grand. Et j'avais ma pièce de méditation. Avec un poêle, avec mon espace, voilà, qui était ma pièce dédiée. C'était pas interdit pour les autres d'y venir, mais en tout cas, quand j'avais besoin de me retrouver, j'avais mon espace. Mais je sais pas, pour moi, c'était pas suffisant, c'était pas juste le fait d'avoir un lieu personnel. Je pense que c'était pas ça. C'était aussi un rythme, c'était aussi tous les conditionnements qu'on peut avoir sur le fait de manger à telle heure. Tu vois, en fait, voilà. Il y avait, c'est tout un ensemble, des tas de conditionnements qu'on a que moi je voulais rejeter, qui me correspondaient pas. Et donc aujourd'hui, effectivement, je vis sans l'heure. Chez moi, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de, tu vois. Et quand j'ai des rendez-vous pour le boulot, en fait, j'ai une alarme sur le téléphone et ça m'indique quand je dois, voilà. Le reste du temps, je vis sans heure. Je vis sans télé. Ça fait 25 ans que j'ai pas de télévision. J'ai pas, là où j'habite, là, actuellement, j'ai pas de box internet. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, je mange pas forcément parce qu'il est midi. Tu vois, je suis à l'écoute de mon corps, et si mon corps a pas faim à midi, ou à 13h, ou à 14h, et si la situation le permet, je peux manger à 15h30 si j'en ai envie, tu vois, voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça que j'ai changé dans ma vie, et aujourd'hui, le fait de vivre seul, je peux faire tous ces choix qui n'impactent que moi, au final. Voilà. Donc, effectivement, les autres expériences derrière,
après les vies communes avec les pères de mes fils, ont confirmé qu'en fait, c'était pas mon truc, et que, en fait, j'ai essayé 5 relations à vivre sous le même toit. Donc j'ai vraiment essayé. Je peux pas dire, j'ai vraiment persévéré, et je peux pas dire que c'est la faute des autres, puisque le schéma est le même à chaque fois. Donc c'est vraiment moi, et c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas, et qui, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, mon choix de vie, c'est de vivre seul dans ma maison, et d'avoir des relations. Et je dis bien donc des relations, puisque moi je suis en polyamour, que je peux gérer comme ça me convient en fait, tu vois, à mon rythme. À quel moment t'as conscientisé vraiment le fait que tu ne pouvais plus revenir en arrière et que vraiment tu allais vivre seul et en relation plurielle, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, parce que je ne sais pas à quel point c'est lié, je pense qu'il y a quand même un minimum de lien, mais ça n'est pas... Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le tantra. J'ai découvert le tantra. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce trauma que j'ai eu en préadolescence, pendant 30 ans, jusqu'à à peu près ma quarantaine, j'ai vécu plus en mode yang, en mode masculin. D'accord. Dans ma vie. Et j'avais beaucoup rejeté le féminin chez moi. Et ça pouvait se voir dans ma manière d'être. Je portais pas de robe, par exemple. J'étais pas féminine du tout dans ma manière de m'habiller. J'avais des choix d'activités, de loisirs qui étaient le badminton, le billard, la moto, tu vois, donc pas très féminine. Et puis j'étais beaucoup dans le contrôle. J'ai toujours eu horreur qu'on me dise quoi faire. Et ça se voyait aussi dans le monde de l'entreprise. C'est pas anodin que je sois mon propre patron aujourd'hui. Tu vois, voilà, tout ça fait partie de mon tempérament, en fait, et c'est finalement très logique dans tous les choix de vie que j'ai pu faire, y compris dans le travail. Donc, et il y a une dizaine d'années, j'ai senti quand même que cette part féminine chez moi, ça me manquait. Et du coup, le tantra m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec mon féminin, et j'ai développé ma féminité, mais sans rejeter le masculin. Et ça, c'est super important, tu vois. Même si j'ai pu avoir une période un peu féministe, entre guillemets, mais c'est pas du féminisme qui vomit sur l'homme, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était du féminisme dans le sens libération de la femme et surtout égalité de droits. C'était plus ça qui m'intéressait. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, je sens que je suis davantage en équilibre parce que j'ai gardé, du coup, plein de compétences yang. Tu vois, par exemple, quand j'ai acheté mon petit chalet, là, dans la forêt, j'ai acheté 4 murs, un toit, et j'ai construit ma maison. Oui, c'est vrai. J'avais des compétences en carrelage, j'avais des compétences pour le parquet flottant, j'ai des compétences en électricité, enfin, tu vois, tous ces trucs-là qu'on n'apprend pas aux filles, moi, je les ai apprises, et je sais quand même coudre et tricoter, tu vois. Et c'est bien, parce que du coup, voilà, j'ai un panel de compétences, voilà, et j'ai pas rejeté ce côté-là. Je l'ai gardé. J'ai une voiture depuis 2 ans maintenant. Puis mon accident de moto, je sais changer mes roues. Tu vois, je garde quand même ce côté yang que je trouve très agréable et puis qui me donne une grande force intérieure parce que du coup je me sens pas dépendante, je me sens pas perdue. Voilà. J'adoucis ce côté avec un féminin que j'explore et que j'accepte, que j'accueille et dont je prends soin. Donc je suis pas encore dans l'équilibre des deux, du yin et du yang. Je sens que je reste quand même yang, parce que 30 ans en étant comme ça, tu vois bien, là ça fait que 10 ans que j'explore le féminin. Donc je pense que je suis pas arrivée encore à égalité, mais je progresse bien sur ce chemin-là. Et l'impact que ça a dans mes relations amoureuses, c'est que du coup je vais pas chercher chez l'autre quelque chose qui manque chez moi. Tu vois ? Et le tantra m'a appris ça. Le tantra m'a appris qu'en fait, je dois développer chez moi les besoins qui sont les miens, et je dois apprendre à y répondre, sans faire peser ce besoin sur l'autre. Et du coup, cette autonomie, au niveau sentimental, émotionnel, physique, sexuel même, plus je l'acquiers, et moins je suis en attente de quelque chose chez l'autre, et plus mes relations sont belles, finalement. Donc des besoins, on en a toujours, évidemment, puis il y a ce besoin de partage, ce besoin... Donc autant j'aime être seule, mais du coup, puisque mon besoin de solitude, il est nourri aujourd'hui, quand je suis en relation, que ce soit en relation amoureuse, en relation amicale ou dans le monde du travail, je suis vraiment totalement présente et en accueil de ce qui arrive. Voilà. Et j'ai pas d'exigence. Ouais. Tu vois? Voilà. Donc le tantra m'a beaucoup apporté pour ça. Quelque part, dans le tantra, il y a alors, on n'appelle pas ça polyamour dans le tantra, mais on appelle ça accueil des êtres de manière inconditionnelle, tu vois, que ce soit un homme ou une femme. Donc ça, c'est super important aussi, parce que du coup, ça m'a permis d'aller explorer
comme je le faisais à l'adolescence, côté féminin, aussi dans mon relationnel. T'as repris des relations avec d'autres femmes? Ouais, j'ai effectivement exploré ça. Du coup, maintenant, sans le jugement, société, etc. Il y a eu un temps où tu t'en es passé parce que t'avais de ce regard? Oui, déjà pendant mes 30 ans de yang où je rejetais le féminin, c'est pas que chez moi que je rejetais le féminin, okay. Tu vois, j'avais vraiment un rejet, même dans mes relations amicales, j'avais très peu d'amis femmes, et j'avais essentiellement des amis hommes, mais déjà par les activités que je faisais, le billard, tu vois, il y a pas beaucoup de femmes, la moto non plus, le badminton, il y en a un peu. C'est dommage d'ailleurs, voilà. C'est dommage de genrer à ce point ces activités. Tout à fait. Mais du coup, voilà. Et puis dans le monde du travail, je sentais bien aussi que que mes relations étaient plus faciles avec des collègues masculins, parce que j'avais un regard sur la femme qui était pas super bon. Tu vois, et du coup, parce qu'il y a quand même un conditionnement dans cette société, t'entends dire que les femmes entre elles s'entendent pas, qu'elles sont sournoises, qu'il faut s'en méfier, machin truc. Donc quand t'arrives avec cet état d'esprit, forcément la relation elle peut pas être belle puisque t'arrives déjà avec un préjugé, tu vois. Voilà. Ça part sur des biais, parce que on va par exemple te citer le fameux argument de quand tu regardes dans un service médical, les femmes, elles arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Bah oui, mais en même temps, s'il y a pas d'hommes, elles risquent pas de lui tirer dans les pattes. C'est logique. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en plus, je travaillais dans des sociétés où il y avait beaucoup de techniciens, essentiellement, c'était ça, tu vois, il y avait beaucoup de techniciens, donc c'était des hommes, c'était de l'entretien dans différents domaines, etc. Donc c'était des sociétés assez masculines. Voilà, j'avais ce relationnel-là qui était sympa, tu vois. Et donc, voilà, à partir du moment où j'ai commencé à changer ma manière de voir, donc il y a 10 ans à peu près, il a fallu déjà que je me déconditionne de tout un tas de choses, et ça prend du temps, parce que c'est pas parce que tu dis, c'est bon, je vais arrêter de penser comme ça, que réellement tu arrêtes de penser comme ça, tu vois. Il faut beaucoup de temps. Et du coup, voilà, les stages de tantra m'ont permis de m'ouvrir, les stages de massage aussi, puisque je suis masseuse, c'est mon deuxième métier après artiste. Les massages m'ont permis de découvrir les énergies féminines, voilà, et d'apprécier des énergies féminines, et donc du coup d'aller explorer aussi effectivement un peu plus dans l'intimité mon rapport avec les femmes, que je trouve sympa. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Je vais quand même te raconter mes relations actuelles. Ouais. J'ai 2 relations en ce moment. Une relation qu'on va appeler sex friend. Voilà. C'est mon meilleur ami. Je le connais depuis 10 ans maintenant. Au début, on est sortis ensemble et puis on s'est très vite rendu compte que ça allait pas. Enfin, je sais pas comment dire. Il y avait un malaise. Il y avait quelque chose qui faisait que la relation amoureuse, ça nous convenait pas. Alors que tu l'as rencontré il y a 10 ans, au moment où tu te libérais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc c'était pas lié. C'était, mais il y avait quelque chose aussi bien chez lui que chez moi où, voilà, le mode fonctionnement amoureux comme dans la société. Ouais, je comprends. Il y avait quelque chose, c'était pas ça, tu vois. Voilà. Mais malgré tout, on s'entendait très bien. Et puis, au niveau sexuel, on s'entendait très bien. On avait une sexualité qui était très joyeuse, très belle. Au niveau énergétique, c'était très chouette et tout. Et donc, on a essayé plusieurs fois. On est sortis ensemble, on a arrêté, on a eu chacun des histoires, on est ressortis ensemble, machin, puis on s'est dit, non, mais en fait, ça cloche, voilà. Donc, en fait, c'est pas grave, on a décidé de développer notre relation d'amitié. Donc on a fait ça pendant quelques années, on a eu chacun nos vies respectives avec nos expériences. Et puis à un moment donné, on a posé sur la table les choses et on s'est dit non mais en fait de temps en temps, il arrivait qu'on se retrouve pour une nuit, une soirée, une nuit, etc. Et on se disait mais c'est quand même vachement bien quand on partage ça. Donc on s'est dit on va continuer ça mais sans développer une histoire amoureuse derrière. Donc on a construit une relation d'amitié et de temps en temps, on partage une sexualité sans pression, sans attente, voilà. Et ça nous convient bien à tous les deux. Voilà. C'est très joyeux pour nous. Et du coup, ça nous permet en plus d'être libres d'aller explorer ailleurs, voilà, des relations amoureuses, il n'y a pas d'engagement au sens restrictif. Aucun. Parce qu'on n'est pas on se définit pas comme un couple et on se définit pas comme une relation amoureuse. On est potes. C'est lui qui m'a appris à changer mes roues de voiture quand je me suis acheté une voiture, tu vois. C'est à lui que je demande, en fait, tu vois, quand j'ai un truc je sais pas faire, j'ai besoin d'aide, il est toujours là, tu vois. Quand j'ai eu mon accident, par exemple, c'est lui qui est venu me chercher à l'hôpital. J'ai plein de copines qui m'ont dit pourquoi tu m'as pas appelé, j'aurais pu venir, machin. Non, en fait, j'avais envie que ce soit lui. Tu vois, c'est vraiment un ami qui m'est très cher et avec qui je me sens en sécurité. Là, en plus, j'avais besoin d'être en sécurité, etc. Peut-être la personne que tu avais quand t'es malade, non?
Ouais, alors peut-être pas quand je suis malade, mais là quand j'ai eu l'accident, voilà, tu vois, j'avais vraiment besoin de son énergie, j'avais besoin de sa protection, tu vois, ça reste que c'est un homme et que quand il me prend dans ses bras, ben, je me sens en sécurité, tu vois. Il y a ce côté-là qui est très fort et qui est très important pour moi, voilà. Donc c'est mon meilleur ami, voilà. Mais on a une relation, voilà, on a une relation engagée au niveau intime, engagée. On s'est compris. Voilà, on s'est compris. Pas d'engagement justement, mais ah mais j'ai pas peur du mot engagement, c'est pour ça que j'ai bien parlé du sens restrictif, voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir un engagement qui ne soit pas dans la restriction et on a un engagement mais qui est pas de fidélité, voilà. Par contre, on a un engagement de transparence. Tu vois, on se raconte, voilà. Quand des fois, on fait une nouvelle rencontre. Bon, bah, tu connais bien hein, le NR. Voilà, on sait que pendant quelques temps, on va être moins présent pour l'autre parce que, voilà, on vit ça et c'est ok. Voilà. Donc ça pose pas de problème. Et on a un engagement surtout de sécurité au niveau MST, etc. Voilà. Ça, on a un engagement très fort là-dessus. Voilà. Donc et puis, donc, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré mon Shiva. Je l'appelle mon Shiva, parce que c'est vraiment... Tu connais Shiva, Shakti dans le tantra, non? Non. Shakti, c'est le féminin, Shiva, c'est le masculin. D'accord. C'est comme le yin et le yang dans le Tao, tu vois. Voilà. Bon, dans le tantra, on dit Shiva, Shakti. Voilà. Cette deuxième relation, c'est mon amoureux. On a vraiment connecté sur tous les niveaux. Voilà. Émotionnel, intellectuel, spirituel, sexuel, voilà. Physique. On s'est rencontrés dans un stage de tantra, justement, et on a vraiment connecté. À l'époque où je l'ai connu, il habitait Dakar, il était expatrié là-bas, il était en train de divorcer, il a 3 enfants, on a 10 ans d'écart, il est 10 ans plus jeune que moi, donc il a la quarantaine, et donc il était en questionnement de revenir en France et de, du coup, faire cette nouvelle vie, puisqu'il était en instance de divorce. Et puis lui, il avait envie d'intégrer un écolieu, un éco-village, et de vivre dans une communauté. Et il a trouvé le lieu où il voulait vivre dans les Cévennes. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas la porte à côté. Non, ça fait combien d'heures de route, ça? Ça fait 8 heures. Ouais. Plus les pauses, ça fait 8h30, 9h, enfin, tu vois. Voilà. Ah, c'est des petites pauses encore, ça. Du coup, il a poursuivi son chemin de vie, et c'était très bien comme ça, puisque moi, j'avais pas, en plus, à offrir dans une relation quelque chose du quotidien, puisque maintenant, c'est établi pour moi que j'ai pas envie d'avoir ce genre de relation. Mais c'est bien, déjà, de se connaître suffisamment pour être capable de... Ouais. D'avoir des certitudes, parce que le problème surtout c'est encore plus vrai dans le NR, on a vite fait de balancer nos certitudes parce que voilà, on change d'avis, on dit peut-être que je me trompe, peut-être que cette fois ce sera différent. C'est ça. Ah. Mais j'ai fait cette erreur cette année. Je sais pas le dire. Tu sais que j'ai eu une expérience cette année, effectivement, tu t'en souviens. Donc, j'ai pas cru à l'instant. Hein. On en parlera après, mais voilà, donc effectivement, parfois tu te dis ouais, peut-être effectivement qu'avec une autre personne ça peut marcher, peut-être que j'ai mûri, peut-être que je me suis assagie, peut-être que tu vois, voilà, peut-être. Et puis au final, non, je sens bien que les expériences me montrent que non, j'ai quand même un socle, un centre. Maintenant, je suis suffisamment centrée dans ma vie et je sens bien que... Mais ça n'empêche pas d'essayer. Tu vois ? Et puis ça t'empêchera pas peut-être un jour de véritablement changer d'avis. Par exemple, en prenant de l'âge, on devient un peu plus dépendant. Bon tu finiras peut-être dans une maison de retraite en écolier, tu vois ? Et peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant je vis au présent, moi je pense pas trop. Donc voilà, on savait que on n'allait pas pouvoir vivre une relation suivie du coup suite à ce choix, mais émotionnellement c'est quand même très fort entre nous et donc on a très envie de garder cette relation et donc de construire aussi en même temps, puisque c'est très important pour moi en fait, une relation d'amitié. C'est-à-dire que maintenant, quand je m'engage dans une relation, j'explique bien à la personne que, ok, on peut avoir au départ une attirance physique extrêmement forte, etc. Mais pour moi, c'est important, si on veut que la relation dure, de construire aussi une relation d'amitié. Parce que j'ai remarqué que, avec tes amis, t'es toujours dans le respect. Tu vois ? Et ça, c'est beaucoup quelque chose qui a manqué dans mes relations. Le respect. En plus, les sentiments, ça varie. La sexualité, ça varie. On sait pas de quoi sera fait demain, on sait pas vers quel chemin on va évoluer. Mais si tu as construit une relation d'amitié, du coup, la relation, elle s'arrête pas. Tu peux très bien arrêter la sexualité, ou arrêter d'être amoureux, ou voilà. Si t'as cette relation d'amitié, elle reste. Tu vois ? Et moi, j'ai envie de ça. Des relations durables. Pas que amoureuses, d'une relation durable. Voilà. D'une relation plus en profondeur, plus dans l'intimité. Donc maintenant, effectivement, je prends davantage le temps, en fait, dès le début de la relation, de, en même temps,
que je peux être sur mon nuage, parce que j'aime être haut perché, cette ENR, j'aime la vivre totalement à fond, et autant j'ai besoin de solitude, autant j'adore la fusion aussi, tu vois, j'adore les moments fusionnels, à condition que je puisse aller me ressourcer et respirer ailleurs, pour pouvoir revenir ensuite, voilà. Non, puis ce qui est important, c'est qu'on sait que ça va pas durer, les ENR. Tout le monde devrait le savoir, pas juste chez les personnes polyamoureuses, parce que exact. il y a toujours une déception quand cette ENR disparaît si on n'est pas au courant, alors qu'en fait c'est juste une évolution normale de la relation, et c'est pas en fait la fin de quelque chose, non. C'est juste le passage d'une période à une autre. C'est ça. Et en plus, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que quand t'es trop dans la fusion, t'es plus toi. Tu te fonds dans l'autre, tu vois. Et en plus, je sais pas si tu connais les livres de Paul Salomon, qui est une écrivaine qui a écrit sur le polyamour, justement, qui explique les différentes phases du couple, et qui explique que dans le début, justement sur cette période de fusion, l'un a tendance à pencher vers l'autre. Elle dit ça, on penche vers l'autre. Même si tu le fais, on va dire, avec beaucoup de joie et d'amour, tu vois, parce que t'es dans cette énergie-là. De spontanéité. Et de spontanéité, n'empêche que tu prends quand même un peu quelque chose chez toi, tu sacrifies un peu quelque chose chez toi. Et donc moi, j'ai tendance, dans le début de relation, à pencher vers l'autre. Tu vois, je sais. Donc à t'oublier un petit peu, quoi. Ouais, et à répondre aux besoins de l'autre. C'est ce qui s'est passé dans cette relation que j'ai eue là en début d'année, que tu connais. Et je connais pas la personne. Tu connais pas la personne, mais voilà. Effectivement, j'ai eu tendance, et pourtant j'avais bien mis les choses au clair au début, j'avais bien expliqué ma situation, je suis toujours très transparente sur le fait que je suis en polyamour, qu'il y a d'autres relations dans ma vie, que j'ai envie de les garder. Et n'empêche que j'ai sacrifié quand même une grosse part chez moi pour l'autre, avec cette idée que petit à petit, peut-être ça allait évoluer, que si j'étais patiente et tolérante, il allait pouvoir accepter. Bon, ça n'a pas été le cas, donc ça me sert de leçon, voilà. Et maintenant, voilà, je me dis, peut-être qu'effectivement, que si la personne ne sait absolument pas ce que c'est que le polyamour, c'est pas ok pour moi d'engager une relation. Parce que il faut que la personne, elle ait déjà cette ouverture. Tu vois, et pas de dire oui j'accepte, mais oui j'accepte parce que je te veux en fait, tu vois, et on verra après comment ça se passe. Non, c'est déjà d'expérimenter comment ça se passe, et après de décider si oui ou non pour la personne c'est ok, et est-ce que t'as envie d'être en relation avec moi, sachant que les conditions en fait ce sont ceux-là. Voilà. Difficile d'ailleurs ce moment où tu dois comprendre si la personne est en train de découvrir un concept qui lui convient tout à fait, mais simplement qui n'était jamais arrivé jusqu'à sa connaissance, ou si cette personne est juste en train de, même pas te mentir à toi, mais juste se convaincre elle-même, parce qu'à ce moment-là, elle a envie d'être avec toi, et que... Voilà. Et en fait, il y a des signes. Moi, je les ai pas vus. Tu vois, il y a des signes, en fait. Oui, mais le NR fait que tu les vois pas. Et t'as pas envie de les voir. Voilà. T'as pas envie de les voir. Parce que toi aussi, tu te convaincs toi-même. Tu te convaincs toi-même que, oui, ok, l'autre a dit oui, donc c'est bon, ça va le faire, ça va aller, et si des fois ça pique un peu, c'est pas grave, avec un peu de patience et beaucoup d'amour. Et tu vois, il y a toujours cette idée avec beaucoup d'amour, tu vas changer l'autre, tu vas lui permettre non. En fait, tu vas rien permettre du tout, c'est la personne qui doit faire ce travail, et c'est pas à toi, en fait, d'aller guérir chez l'autre une blessure, ou, voilà. Et tu vois, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est pas la raison pour laquelle je me suis séparée de cette relation. Le polyamour. Non, c'était voilà. Peut-être le fait que tu voulais vivre seul, non ? Ouais, c'était le fait que moi j'ai besoin de solitude et que chez lui c'était souffrant. Oui. Dès que je m'éloignais, en fait, tu vois, et pas pour aller voir quelqu'un d'autre, puisque donc j'avais renoncé en plus à mes relations polyamour. Voilà, c'était juste, c'était souffrant pour lui que je mette de la distance et que j'ai besoin d'être seule. Donc voilà, des signes il y en avait, et moi, je les ai pas vus, ou j'ai pas voulu les voir, ou je me suis dit que ça allait s'améliorer à un moment donné, quoi. Voilà. Donc voilà, au final, même cette expérience, tu vois, je la trouve très positive parce que ça m'a permis d'apprendre encore des choses sur moi et surtout de renforcer mes convictions que là, je suis sur mon chemin et que c'est effectivement comme ça que je fonctionne et que j'ai pas envie de sacrifier ma vie. Déjà, ça m'a fait prendre conscience que j'ai pas besoin d'une relation du quotidien.
tu vois, parce que j'ai pas le temps pour une relation du quotidien. Ma vie, elle est suffisamment remplie et nourrie, et que mon besoin, c'est pas d'avoir une relation comme ça, de tous les jours, de on se voit tout le temps, de on partage tout, de... Non, ça me convient pas. Voilà. Finalement, les relations à distance, c'est mieux pour moi. À 8 heures de route. Ouais, à 8 heures de route, écoute, là, je viens de connecter il y a 2-3 semaines avec quelqu'un qui habite au Portugal. Wow. Voilà, pour l'instant, on n'a pas ni partagé d'intimité, voilà, mais Oui, d'où l'avion. d'où l'avion. Donc il y a une connexion qui s'est faite. La personne m'intéresse énergétiquement, c'était quelque chose de très joyeux, de très fort et de très intéressant. Donc voilà, mais pour l'instant, on est en relation, voilà, on s'écrit, on essaye de comprendre le monde de l'autre. Voilà, on en est là, on prend le temps. Ah oui, parce que j'ai envie de dire aussi, et ça c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation ce week-end avec des amis, c'est pas parce qu'on est en polyamour qu'on saute sur tout ce qui bouge. Je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que les gens, ils ont un espèce de préjugé et ils pensent que et là, mes amis, ce week-end, chez qui j'étais, donc je suis allée à Paris faire une formation massage. Et j'explique que j'ai eu une très belle connexion avec quelqu'un que j'ai massé dans le groupe et que j'avais envie de le revoir. Mais j'ai pas envie de le revoir pour construire une relation, j'ai envie de le revoir pour qu'on échange des massages, puisqu'on est masseurs tous les deux. Tu vois. Et donc, eux, tout de suite, ils sont partis sur ça y est, machin. Et je leur dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais toi, t'es en polyamour, donc... En tout cas, t'as le droit. Tu vois, grosso modo, pour eux, ils pensent que y a une connexion énergétique, donc forcément, il y a une connexion sexuelle. Je dis, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, moi, je suis pas... Ah oui, pour la petite histoire, en fait, le stage s'est fini plus tard que prévu. Et du coup, comme je suis arrivée avec 1h30 de retard, en fait, ils pensaient que j'étais partie avec cette personne, genre boire un coup, ou voir plus, tu vois. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas... Enfin, le mec, je viens de le rencontrer, j'ai pas du tout de... Tu vois. Mais il y a cette espèce de préjugé de parce que je suis en polyamour, alors forcément, c'est très facile, et voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le polyamour, c'est pas du libertinage. Voilà, même si ça peut l'être, mais il y a peut-être des gens pour qui ça l'est. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Voisin. Tu vois, voilà. Et du coup, je dis non, moi j'ai besoin de prendre le temps, de connecter avec les personnes. Donc voilà, je peux entrer en relation avec quelqu'un sans pour autant ni sortir avec, ni avoir une relation sexuelle avec, et ça peut durer pendant un certain temps. Voilà, la personne m'intéresse sur d'autres niveaux. Et du coup, je vais voir si effectivement... alors c'est vrai qu'au départ, t'as une attirance, tu vois, il y a un déclic physique, tu sens que chez toi, ça déclenche voilà, une énergie sexuelle, une excitation, oui, ok, mais c'est pas pour ça que tout de suite tu vas... voilà, et moi, c'est pas parce que je suis en polyamour que automatiquement, je vais prendre cette porte d'entrée pour être dans la relation. Et ça, c'est important que je le dise, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Les gens, ils ont un préjugé sur polyamour et surtout pour les femmes, et femmes faciles, en fait, je crois. Oui. Voilà. Ou polyamour et Don Juan, parce que je pense que c'est... voilà, de l'autre côté, je pense que c'est pareil. C'est pas la même chose. Voilà. C'est important de l'expliquer. J'approuve. Question de conclusion. Ouais. Qu'est-ce que la polyamorie a apporté à ta vie, d'une manière générale? De plus belles relations. Parce que, en fait, ce que je constate, c'est que, en fait, quand tu es avec une seule personne, souvent, tu crois que cette personne, elle va répondre à tous tes besoins. Et qu'en plus, elle est là pour ça. Parce qu'on est même conditionné comme ça dans cette société. Voilà. Et ça, c'est un leurre. C'est un leurre, évidemment. Alors ça peut parfois fonctionner plus ou moins dans le sens où chacun se sacrifie pour l'autre et que donc les deux trouvent une compensation. Voilà. Mais en vrai, voilà. Mais tu vois, rien que le mot sacrifice. Ouais, déjà. Ah, ça me pique. Et puis je crois que même les personnes qui finissent par y trouver leur compte, c'est parce que justement ils ont sacrifié une part d'eux et que ça peut rester quand même quelque chose qu'ils regrettent. Et puis c'est un équilibre difficile, tu vois, à trouver, de se dire. Et puis pour moi il y a une espèce de on fait les comptes. Je sacrifie ça pour toi, alors tu sacrifies ça pour moi. Voilà. Moi, les relations que j'ai maintenant, depuis que je suis dans le polyamour, déjà d'une, c'est que j'ai pas d'exigence, tu vois. Alors aussi parce que je nourris mes besoins par moi-même, ce que le tantra m'a appris, tu vois. Et aussi parce que je sais que ce que je ne trouve pas dans une relation, je peux l'avoir dans une autre. Et c'est ok.
tu vois. Ce qui fait que je me dis pas, je coche les cases. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, bah donc non, je rejette la relation. Non, la relation, je prends ce qu'il y a de bon à prendre dans cette relation-là, et c'est ok. Et si quelque chose me manque, eh ben je vais nourrir ce besoin, soit par moi-même, soit avec une autre personne avec qui j'ai envie de partager autre chose. Voilà. Dans le cadre de ma relation sex-friend, on partage pas du tout de spiritualité. C'est pas son truc. Tu vois? Et moi, c'est un besoin qui est important chez moi. Voilà. Je sais que c'est pas avec lui que je vais pouvoir explorer ça, et c'est ok. Et je me dis pas, oh ben non, du coup, non, parce que au contraire, j'ai une sexualité très joyeuse avec lui, qui me plaît beaucoup, qui est en plus légère et sans pression, sans quoi que ce soit. Et du coup, ça me va bien, tu vois. Et ça fait que dans une relation où je vais avoir une connexion plus spirituelle, j'y mets pas la pression de la sexualité, puisque je suis nourrie par ailleurs, tu vois. S'il y a, c'est bien, tant mieux, mais s'il y a pas, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, je trouve, à gérer, et ça me donne vraiment des relations plus épanouissantes, qui sont pas basées sur des attentes, qui sont pas basées sur des frustrations, parce que si ton besoin est pas nourri et que tu le nourris pas par ailleurs, bah à un moment donné, tu vas ressentir une frustration, et en plus, tu risques d'en vouloir à l'autre, parce qu'il nourrit pas un besoin chez toi, mais peut-être qu'il est juste pas capable voilà, que ça fait pas partie de son mode de fonctionnement. Donc voilà. Et donc voilà, le polyamour, ça m'a apporté ça, des relations vraiment plus intéressantes, plus bienveillantes, sans attente, sans exigence. Voilà. Pas sans attente, je peux pas dire ça, parce que des attentes, on en a toujours. Justement, on a des besoins et on voit, est-ce que je peux les nourrir avec toi ou pas, tu vois, voilà. Mais sans exigence. Et ça, du coup, il y a moins de pression, et c'est vraiment mieux pour moi. Oui, les attentes sont pas un problème. Le problème, c'est quand on en fait un enjeu. C'est ça. C'est ça. Et puis comme j'ai pas envie qu'on me mette la pression à moi, aussi, ouais. Tu vois, la dernière relation, là, celle qui a pas fonctionné, il y avait beaucoup d'attentes de l'autre, et il y avait beaucoup de pression. Et donc du coup, c'était vraiment très inconfortable pour moi, ce qui me donnait en plus envie de fuir, ce qui me donnait en plus encore plus envie d'être dans ma solitude, tu vois. Donc c'était totalement contre-productif, parce que non seulement il avait pas ce qu'il voulait, mais en plus je fuyais en fait ses exigences et ses attentes. Donc c'était contre-productif. Et c'est pour ça que ça s'est très mal terminé, puisque c'est une relation qui s'est finie dans la souffrance. Et ça vient confirmer le fait que ces relations que j'ai choisies là en polyamour, c'est vraiment ce qui me convient. Et c'est ce qui me nourrit. Voilà. J'ai des relations nourrissantes aujourd'hui. Et pas des relations ni frustrantes de mon côté, et ni sous pression parce que l'autre a des exigences envers moi. Parce que dès le départ, je le dis. Voilà. Et donc la question finale, est-ce que tu pourrais me donner ta définition personnelle du polyamour ? Ben, pour moi, ce sont vraiment des relations plus libres, en conscience. J'y mets vraiment cette idée de conscience dans la relation, puisque j'ai appris à me connaître moi-même, ça c'est super important. J'ai appris à me connaître moi-même, à connaître mon mode de fonctionnement, mes besoins, sachant que certains, je peux les nourrir seul, et que les autres, ben voilà, je partage en fait. Déjà, je partage de l'amour, de la joie, de la sexualité. Je partage des choses que j'aime. C'est-à-dire, je suis dans le don. Je donne à l'autre, voilà. Du coup, ce que l'autre a envie de partager, ça m'intéresse et je vois si ça correspond chez moi à un besoin, si ça correspond à quelque chose qui me convient, voilà. Donc, en conscience. Ouais, des relations beaucoup plus en conscience. Je crois que pour moi, c'est ça. Et libre. Voilà, c'est-à-dire sans pression, sans ce côté peur, sans peur aussi, voilà. Ça c'est important. Je viens de faire un séminaire au Portugal, puisque donc je suis allée au Portugal pour les vacances de la Toussaint, à Tamera, et le séminaire c'était Free Love and Sexuality. Et free, ça veut pas dire libre dans le sens libertinage. Ça veut dire, c'était free from fear and violence, donc sans violence et sans peur. Et donc quand tu vis l'amour et la sexualité sans violence et sans peur, c'est complètement différent de ce à quoi la société nous contraint en fait. Voilà, c'est ça pour moi le polyamour. D'accord. Eh ben je te remercie pour cet échange. Je t'en prie. Puis à bientôt peut-être. Avec plaisir.